Coucou tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois qu'elle va être sur YouTube. C'est une vidéo où j'annonce en fait tout simplement des sorties littéraires. Là, c'est les sorties poche de janvier. Ça fait quelques mois maintenant que je fais cette émission sur Twitch en live. Et là, puisque pour la nouvelle année, je me suis dit que ce serait bien aussi de vous la mettre sur YouTube. Donc j'enregistre ce live exceptionnellement. Maintenant, je le ferai à chaque fois. Donc là, c'est les sorties poche et la prochaine vidéo, ce sera donc les sorties grand format de janvier. Et il y a de quoi faire puisque c'est la rentrée littéraire d'hiver. Donc, c'est parti. Je vais du coup vous afficher le fameux diaporama que je fais tous les mois. Hello Alexandre, j'espère que tu vas bien. Donc je suis en live, hein, je rappelle, avec les copains, les copines. Alors, je commence toujours par un petit récapitulatif des genres, puisque donc j'aime bien un peu, voilà, je vous montre un petit peu l'éclectisme, entre guillemets, même si là, l'éclectisme n'est pas de ouf ce mois-ci, mais bon. Pour la précision aussi, je tiens à préciser que donc moi, je fais des sorties sur tous les genres. Et donc, comme c'est impossible, c'est évidemment impossible, il faudrait toute la nuit pour vous parler, surtout avec la rentrée littéraire, de toutes les sorties qu'il y a, je ne mets que celles, soit qui m'intéressent moi personnellement, soit que j'ai aimé et que je vous recommande pour les sorties poche, parce que je peux avoir lu en grand format, voilà, en gros, ou éventuellement que je pense qui pourrait vous plaire, mais voilà, vraiment, je réduis le plus possible. Coucou Amel, j'espère que tu vas bien. Sachant que j'essaye aussi de privilégier les livres qui sont moins connus, entre guillemets. Voilà, je vais pas, à moins que ce soit une sortie qui me fait vraiment envie, je vais pas mettre des livres dont tout le monde parle sans arrêt. Bon, c'est pas forcément... voilà. Enfin, bon, vous verrez bien. Donc oui, là, c'est un peu dominé par les thrillers. Il y a pas mal de sorties thrillers, on va pas se mentir. Le contemporain, forcément, en rentrée littéraire. Qui dit rentrée littéraire dit contemporain à mort. Et du coup, un petit peu moins de SFFF, mais bon, j'en ai mis un petit peu quand même. Il faut bien. Et puis 2 historiques. Voilà, je suis pas forcément très historique, mais des fois, il y en a qui me plaisent. Allez, c'est parti. Et donc oui, alors il y a aussi, j'ai oublié de préciser, il y a aussi les sorties manga poche seulement, parce que des fois il y a des mangas, des gros mangas que je mettrais plutôt avec les grands formats. Mais voilà, c'est question de budget aussi. Je me dis que voilà, même si c'est des nouveautés, c'est le même prix qu'un poche en livre, donc je les mets avec, c'est normal. Mais il n'y en a que 3. Pas beaucoup de sorties manga ce mois-ci. C'est parti. Donc la première sortie que j'ai mise, il s'agit de All Eyes on Her de L.E. Flynn, qui sortira donc le 4 janvier. Il va y avoir beaucoup de vagues de 4-5 janvier. Aux éditions Phibs, qui est en fait le young adulte de Bragelonne, il me semble bien que c'est Bragelonne, puisqu'il s'agit d'un thriller young adulte. Moi, je lis pas mal de young adulte, en particulier tout ce qui est engagé et thriller. De quoi ça va parler? Donc, en fait, c'est un couple. Enfin, un couple. En tout cas, un garçon et une fille. On ne sait pas s'ils sont ensemble ou... A priori, oui. En tout cas. Qui part faire une randonnée. Or, il se trouve que le garçon du couple ne reviendra jamais. Il a fait une chute d'une falaise. Et donc, forcément, tout le monde va s'interroger sur ce qui s'est passé. Parce que la fille, qui s'appelle Tabi, tout le monde dit qu'elle était perturbée, qu'elle était très jalouse. Est-ce qu'elle n'aurait pas poussé... Voilà, donc a priori c'est bien un couple, hein. Est-ce qu'elle n'aurait pas poussé Marc,
puisque c'est le nom du garçon, du haut de la falaise? Ou est-ce que ça aurait pas été un accident? Parce que, quand même, elle a beau être perturbée, c'est pas une fille méchante, elle aurait jamais fait de mal à Marc, elle l'aimait trop. En revanche, on soupçonne Marc de possiblement lui avoir fait du mal. Est-ce qu'elle aurait pu se venger aussi? Voilà, donc voilà, les hypothèses vont bon train. Bon, moi j'aime bien hein, ce genre de truc, ça fait un peu... Il y a un côté un peu thriller domestique aussi, hein, forcément, histoire de couple, tout ça. Voilà, peut-être potentiellement relation toxique. Donc moi j'aime bien ça, ça m'intéresse. Donc je l'ai marqué surtout que les sorties poche de young adult sont assez rares malheureusement. Autant les éditions adultes, il y a toujours 1 an entre la sortie grand format et la sortie poche. C'est vraiment... c'est limite du jour pour jour. En revanche, les young adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Il se passe parfois plusieurs années avant qu'il y ait une sortie poche. Franchement, c'est dur. Et du coup, c'est pour ça que j'achète souvent du young adulte. J'achète bien plus de young adulte de grand format que d'autres genres. Parce que voilà, ils sont durs à trouver en poche. Et ils sont très durs à trouver d'occasion, accessoirement. Voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours le 4 janvier, sortira en poche La Folie de Johanna Gustafsson aux éditions Le Livre de Poche. Pardon. Et si la thématique vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est la version poche de Te tenir la main pendant que tout brûle. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a changé de titre, c'était peut-être trop long, ça rentrait pas sur le format poche, je ne sais pas. Donc ils ont changé de titre, pourquoi La Folie, je ne sais pas. Moi je l'ai lu, hein, celui-là je l'ai lu, mais bon je l'ai mis parce que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je l'ai mis pour vous. Si ça vous intéresse. C'est un one-shot hein, de Johanna Gustafsson parce qu'elle a fait aussi, une saga policière. Là, c'est vraiment un thriller en one-shot. En fait, on va suivre une enquête. Alors, il y a une triple temporalité. En 2002, donc ça se passe à Québec, en 2002, c'est une institutrice, une ancienne institutrice très précisément, qui est retraitée, qui a eu pratiquement tout le village dans sa classe, quoi, puisque ça se passe dans un village, et qui était donc appréciée de tous, qui assassine son mari, enfin assassine, à dire le tue, parce que assassiner, ça sous-entend qu'il y a une... comment dire? Mince, j'ai perdu le... j'ai perdu le mot. Merci Roro, Rorod, pour ton suivi. Ouais. Qui a eu préméditation, voilà, j'ai retrouvé le terme. Or là, a priori, elle l'a massacré comme ça sur un coup de folie, quoi. Et elle l'a tué à coups de couteau, plusieurs coups de couteau. Et donc, il va y avoir une enquête. Deuxième temporalité, c'est 100 ans avant, en 1899, où en fait, on va suivre une jeune femme qui vient de perdre ses filles dans un incendie. Et elle est persuadée, donc elle rencontre des personnes d'une espèce de société secrète qui pratique le spiritisme, et elle est persuadée qu'avec le spiritisme, en fait, elle veut pas admettre que ses filles sont mortes, elle est persuadée que ses filles ont simplement disparu, et donc avec le spiritisme, elle veut les retrouver. Voilà, donc ça. Et la troisième temporalité, c'est en 1949, donc pile poil entre les deux, où on va suivre une adolescente qui va devoir travailler avec sa mère dans une maison de repos, un peu un hôpital psychiatrique, hein, où elle va rencontrer une patiente qui va lui donner des conseils pas forcément avisés. Voilà. Donc tout ça, évidemment, vous vous doutez que tout est relié.
Voilà, il va y avoir un peu une histoire de magie noire, etc. Alors, c'est pas du fantastique, hein, je précise, c'est pas du fantastique, hein. C'est juste des croyances, en fait. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais été moins enthousiaste sur la fin, dans mes souvenirs, mais je la trouvais quand même intéressante. Voilà, voilà, voilà. Merci leur zéro, oui, du coup j'avais retrouvé le terme. Voilà pour cette sortie. Ensuite, alors c'est pas d'habitude, c'est pas trop mon genre de lecture, mais je trouvais le pitch assez original. Donc il s'agit de Le mari invisible de Freak Island de Colin Oakley chez Hauteville, qui sortira toujours le 4 janvier. Donc là, ça se passe encore dans un village, décidément. Un gros village, donc c'est aux États-Unis, hein, si je ne me trompe pas. Où on va suivre une jeune femme qui, hélas, vient de perdre son mari. Et comme elle était, voilà, elle était profondément amoureuse de son mari, elle est évidemment bouleversée. Et elle est un peu à la fois dans le déni et à la fois, je sais pas, elle compense un peu son deuil, tout simplement en continuant à faire comme si son mari était toujours là. Donc elle va continuer de lui parler, etc. Voilà, elle va vraiment agir comme s'il était là. Et le truc, c'est que les habitants, ils sont, ben voilà, tout le monde un peu se connaît dans la bourgade et du coup, les autres habitants se disent, bon, on va pas la traumatiser, on va faire comme elle. Et du coup, ils se mettent aussi à agir comme si le mari, qui s'appelle Tom, voilà, et elle s'appelle Piper, comme si Tom était toujours en vie. Et un jour, on a un journaliste qui arrive dans le village. C'est un journaliste dont la carrière est un peu au point mort. Il est pas, voilà, il a du mal à redécoller, à trouver un scoop. Et quand il arrive dans ce village, il apprend en fait qu'il y a un truc un peu spécial, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y a un homme imaginaire qui se balade dans la ville. Vous vous doutez que, évidemment, c'est le mari que tout le monde fait semblant à qui tout le monde fait semblant de parler, etc. Et donc voilà, pour le journaliste, ben, c'est un scoop. Et donc il va rencontrer la femme, donc Piper, et bon, vous vous doutez que ça va être une rencontre, une belle rencontre, puisqu'on n'est pas du tout dans un thriller là, hein. On est plutôt dans un truc un peu feel good en fait, un contemporain un peu feel good. Mais moi j'aime bien l'idée, je trouve ça assez original, cette idée là de cette façon de surmonter le deuil en fait, qui est quelque part un peu du déni aussi, hein, mais je sais pas, donc voilà, je veux voir comment ça va se passer. Je sais pas si c'est drôle ou pas, j'en sais rien, je sais pas du tout. En tout cas, c'est intéressant. Ouais, ça a l'air assez sympa. Bienvenue Rorod, du coup. Toujours le 4 janvier, là on repart sur le thriller avec Le musée des femmes assassinées de Maria Hummel. Donc là, hop, en l'occurrence, on va être dans le monde de l'art contemporain. Il se trouve qu'il y a une artiste en vogue qui s'appelle Kim Lord, qui est un peu une icône féministe, mais aussi assez provocatrice. Et là, en fait, elle a sorti une nouvelle expo où elle se met en scène dans des autoportraits, en fait. Elle fait des autoportraits où elle incarne des femmes assassinées. Donc, des féminicides, hein, j'imagine, parce que, vu qu'elle est féministe. Mais voilà, elle incarne des femmes assassinées qui ont défrayé la chronique. Et donc, forcément, tout le monde est là le jour du vernissage de l'exposition, sauf que Kim Lord n'apparaît pas dans la soirée. A priori, elle a disparu. Voilà, voilà. Bon, moi, évidemment, on me dit féminisme, féminicide, tout ça, tout ça. Je suis extrêmement intéressée. Forcément. Et je me rappelle pas avoir vu, pour le coup, je me rappelle pas avoir vu passer le grand format de ça. Il y en a qui l'ont lu ou pas?
J'ai pas du tout... Il y en a qui ont vu des critiques, j'ai pas du tout vu des critiques sur celui-ci, je l'ai pas vu passer. Il me dit rien du tout, parce que bon, là, c'est pas du direct en poche. Il y en a du direct en poche, mais là, c'en est pas. Donc, ouais, je sais pas. Je me rappelle pas du tout de ce livre. Donc, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Ouais, toi non plus, ça te dit rien, Yasuna? Ah, bah voilà. Bizarre, bizarre. Bon. Tant Babel, enfin, acte sud, acte noir, c'est en général, c'est plutôt des valeurs sûres. Donc, bon, on verra. Ensuite, alors celui-là par contre je l'ai vu souvent passer, Ordinaire de Audrey Najjar, donc qui sortira également le 4 janvier chez HarperCollins Poche. Ce petit 224 pages, d'ailleurs la plupart, j'ai remarqué que la plupart des poches, 90%, enfin peut-être pas 90%, mais une grosse partie des poches que j'ai mis là, c'est des petits poches en fait, ils sont pas très gros. Ils sont pas très gros là, si on reprend depuis le début. Bon, celui-là, oui, 456. Bon, d'accord, les deux premiers, j'ai rien dit. Mais après, vous allez voir que ça a baissé, quoi. Ok, bon, là, ça me contredit. C'est après, alors, c'est après. Vous allez voir qu'il y a plein de petits poches. Ah oui, t'as aimé Amel, celui-ci? Je sais qu'il il a eu de bons retours, hein, il me semble. Hein. Moi, il me fait pas mal envie, en tout cas. Le pitch est relativement simple, mais en même temps assez intriguant. On suit donc Hervé, qui est un homme à la retraite, pas très vieux, hein, 63 ans, il est retraité depuis peu, qui est un gentil mari sans histoire, voilà, voisin banal. Mais par contre, comme il s'ennuie un petit peu dans sa retraite, il aime bien un peu espionner les autres depuis sa fenêtre, voilà, il regarde ce qui se passe chez les voisins, etc. Il va un petit peu au bistrot aussi. Voilà, mais bon, il a sa petite vie de routine. Et puis un jour, il y a deux nouveaux habitants qui arrivent. Une famille, voilà, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont des beaux enfants. Exactement, voilà, exactement tout ce que Hervé n'a pas. Et donc, forcément, il va être un peu jaloux, il va les détester tout de suite. Et ça va partir un peu trop loin. Voilà ce que je peux en dire. Sympa, mais pas un coup de cœur non plus. Ok, Amel. C'est addictif car on veut vite connaître la fin. Ouais, bah ça c'est souvent comme ça dans les un peu. Bon là c'est pas un thriller, c'est un roman noir, mais les trucs à suspense comme ça, c'est souvent ça repose un peu sur la fin. C'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, mais bon. En tout cas, il m'intrigue. Celui-là, il y a de grandes chances que je le lise, surtout que les petits, donc voilà. Ensuite, Otage de Claire McIntosh. Alors pourtant c'est Claire McIntosh, mais pareil, je l'ai tellement pas vu passer. Alors celui-là, je me rappelle quand il est sorti, effectivement, mais par contre, je n'ai vu aucune critique, pas que je sache. Est-ce qu'il y en a qui ont vu des critiques là-dessus? Voilà, bon après, je suis... Ça me donne envie et en même temps, ça me fait un peu peur parce que, bon voilà, histoire de prise d'otage dans un avion. Enfin, prise d'otage. C'est pas tout à fait une prise d'otage. En fait, on est donc dans un vol entre Londres et Sydney. A priori, il y aurait des célébrités en classe affaires. Voilà, tout le monde a les yeux rivés sur le voyage. Et puis, on suit... Alors, c'est un roman choral, donc ça veut dire qu'a priori, on va suivre plusieurs personnages. Mais on suit notamment Mina, qui est l'une des hôtesses de l'air, donc qui est en cabine, qui s'occupe des passagers. Et a priori, qui a des soucis, elle, au niveau de sa famille, de son couple, de sa petite fille. Voilà, on nous dit ça. Et puis, donc pendant le vol, il va y avoir une succession d'événements un peu bizarres, jusqu'à ce qu'elle reçoive un message anonyme qui lui dit, en gros, que il va falloir qu'elle empêche le vol d'arriver à destination, ou sinon, a priori, j'imagine que il va y avoir un moyen de pression. Alors, soit
On ne sait pas ce que c'est, mais soit ça va être un secret, soit ça va être qu'on veut tuer sa fille, je suppose. Si elle a une petite fille, c'est que voilà. Et donc elle va devoir faire face à ce dilemme de sauver les gens. D'ailleurs, dis donc, ça ressemble vachement aussi à... C'était quoi qui était sorti récemment là? Chute libre. C'est un peu le même pitch aussi, hein. C'est un peu le même pitch, hein, en fait, hein, quand j'y pense. Putain, c'est vrai que c'est assez banal, hein, ce genre de truc quand même. C'est pour ça que je dis, ouais, c'est vraiment le genre de pitch qu'en même temps ça te fait envie parce que bah voilà, il y a le côté un peu suspense, dilemme et tout machin. Surtout dans un avion, là, c'est d'autant plus stressant. Mais d'un autre côté, tu dis, ouais, bon, c'est quand même vu et revu pas mal de fois, quoi. Donc, à voir. Tu l'as acheté pour la biblio, mais pas lu. Ok. Coucou Isako. Ok, ok. Bon, voilà. Je l'ai mis quand même parce que voilà. Ensuite, alors celui-là, je me rappelle que j'en avais parlé dans un Literactu où c'était le livre qui avait gagné le prix du meilleur livre audio, je crois, un truc comme ça. Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, qui vit au Japon. Alors je crois qu'elle est mariée avec un Japonais, si je ne me trompe pas. Et donc ça va se passer au Japon. Donc ça sort le 5 janvier, cette fois, aux éditions 10-18. La couverture est magnifique. La couverture est magnifique, en effet. Ah, tu l'as, Isako? Bon, moi, je vous avoue que je l'ai pris en audio, en vrai, hein, que je l'ai mis là, voilà, mais je ne l'achèterai pas en poche, je l'écouterai, puisqu'a priori, il a reçu un prix, le livre audio a reçu un prix, donc je me dis que ça doit valoir le coup de l'écouter en audio. Voilà. Ouais, Yasuna, ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai noté, le otage, parce que Te laisser partir de Claire McIntosh, il est très très plébiscité, donc, mais je l'ai pas lu, mais je l'ai mis dans mon... C'est un hasard aussi, mais je l'ai mis dans mon sondage d'aujourd'hui, Te laisser partir. Et spoiler alerte, il est en tête, hein. Voilà. Donc, de quoi ça parle? Ce que nous confions au vent. Donc, ça se passe au Japon. On va suivre Takeshi, qui est un père célibataire, et Yui, qui est c'est une jeune femme, hein, non? Ouais, je pense que c'est une jeune femme qui a perdu sa mère et sa fille dans le tsunami de 2011, le fameux tsunami qui a entraîné... Enfin, en fait, c'est le séisme plutôt. C'est un séisme qui a entraîné un tsunami et qui a entraîné aussi des problèmes à la centrale de Fukushima. Mais voilà, donc là, on va suivre ces deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vont se retrouver à un endroit qui s'appelle le téléphone du vent, qui est en fait une cabine téléphonique sur les pentes d'une montagne, le mont Kujira-yama. Alors, sachant que en fait, c'est le mont Kujira, puisque Yama ça veut dire montagne, donc c'est le mont. C'est pour ça qu'on dit le mont Fuji ou le Fujiyama, mais pas le mont Fujiyama. C'était le petit instant culture. Et donc, en fait, cette cabine téléphonique est utilisée par les gens pour envoyer des messages à leurs proches disparus. Voilà. Et donc, c'est là que vont se rendre nos deux protagonistes, et c'est là aussi où ils vont se rencontrer. Voilà, donc ça a l'air beau. Ça a l'air beau, ça a l'air assez poétique. Ça me fait un peu penser à... comment les miracles du bazar Namiya, même si, bon, là, c'est dans les miracles du bazar Namiya, c'était fantastique, mais sur le côté communication avec des personnes qui ne sont pas là. Voilà, on va dire ça. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc voilà, celui-là, c'est clair que je vais l'écouter en audio. Je sais pas quand. Mais ça a l'air très beau. Je fais confiance pour le coup là-dessus à l'autrice. Voilà pour celui-ci.
Alors, celui-là, il est pas très connu, je pense, mais le pitch m'intriguait. Il s'agit de La chance que tu as de Denis Michelis aux éditions Libretto, qui sortira donc le 5 janvier également. En fait, on va suivre un jeune homme qui va... Alors, on nous dit... En fait, ouais, j'avais pas fait gaffe à la première phrase, mais la première phrase n'est pas très explicite. Un jeune homme dont on ignorera le prénom est déposé au domaine par ses parents, ou du moins un couple qui prétend l'être. Mais qu'est-ce que ça veut dire, déposé au domaine? Bon, peu importe. Le fait est que ce jeune homme va être embauché comme serveur. Ah, le domaine, c'est le grand restaurant, d'accord. C'était le nom du grand restaurant. Il va être embauché comme serveur dans un grand restaurant qui est perdu au milieu d'une forêt. Sauf que, en étant embauché là-bas, en fait, il va subir des conditions de travail déplorables, humiliantes, violentes parfois. Il va être extrêmement seul aussi, puisqu'il n'aura personne pour le soutenir. Voilà, donc je pense que il y a deux choses en fait. Il va y avoir forcément donc une grosse critique de certains milieux, notamment dans la restauration. Hein, c'est assez connu que voilà, les conditions de travail. Alors après, les restaurateurs se plaignent que les jeunes veulent plus travailler. Non, c'est pas que les jeunes veulent plus travailler, c'est que les jeunes veulent plus travailler comme des esclaves, quoi. Hein, tout simplement, à un moment, il faut arrêter, quoi. Donc il y a ça, et puis aussi il y a tout le côté autour de la solitude de ce garçon dont les parents sont visiblement même pas les vrais parents et qui l'envoient au casse-pipe. Hein. Donc voilà, moi c'est deux thématiques qui m'intéressent pas mal. En plus, bon, alors là pour le coup, voilà, il est très court, hein, 144 pages, je pense que... Ouais. Ouais. J'aime bien la couverture aussi. Enfin, je sais pas, à moins que tu parlais du précédent, parce que l'histoire a l'air tendre. Non, je pense que tu parlais du précédent, ouais. Là, l'histoire a l'air tendre, plutôt, parce que là, l'histoire a pas l'air tendre, pour le coup. Mais voilà, donc du coup, je pense que, ouais, celui-là, il se lirait vite. À voir. Ensuite, bon, celui-là, il a pas mal circulé. C'était la rentrée littéraire de... C'était une rentrée littéraire, en tout cas. De quand, je sais plus. Le pavillon des combattantes de Emma Donoghue. Je suppose que ça doit se prononcer comme ça. Qui est l'autrice, d'ailleurs, du fameux Room, qui a été adapté en film, cette fameuse histoire où on suit une femme qui est séquestrée, en fait, et qui va être violée par son bourreau et qui va donner naissance à un garçon qui donc va grandir dans une seule pièce, en fait. Voilà. Et donc c'est la même autrice, bon, sauf que là on est sur une thématique complètement différente. Ouais, ouais, c'est la même autrice. Ah, t'as aimé... Ah, vous avez aimé, vous, les filles, ok. Ah, franchement, il a l'air trop bien. C'est vrai que depuis le temps, ça fait un moment que j'aimerais bien le lire, donc c'est l'occasion, vu qu'il sort en poche. Donc, en fait, on va être à Dublin à la fin de la Première Guerre mondiale. Où pendant... Alors, donc, c'est vraiment la fin de la guerre. Il y a encore la guerre, mais surtout, il y a une grosse pandémie qui s'abat sur l'Europe, hein, pas seulement sur l'Irlande, qui est la grippe espagnole, la fameuse grippe espagnole, qui va faire des millions de morts, hein, comme on sait. Et donc là, en fait, on va être un peu en huis clos finalement, hein, puisque on va être dans un hôpital, et même plus précisément dans une maternité. Et on va suivre 3 femmes. Donc il y a une jeune orpheline bénévole, Bridie. Je pense que c'est plutôt Birdie à mon avis, mais je sais pas. Un docteur, enfin une docteure en l'occurrence, Kathleen. Et la troisième, c'est Julia.
Julia, qui est quoi? On ne sait pas. Une infirmière, voilà. Qui est une infirmière, donc à la tête de la maternité, de l'hôpital. Et voilà, on va suivre ces 3 femmes confrontées à l'épidémie de grippe espagnole, donc avec les corps qui s'entassent, etc. Voilà, ben moi ça me... Là pour le coup, oui, forcément. Bon, évidemment, ça fait un peu écho au Covid, même si c'était bien pire à l'époque, forcément. Mais je sais pas, c'est... Puis bon, évidemment, suivre 3 femmes, voilà, féministes, tout ça. Ouais, je pense que ça doit être une lecture assez dure, en effet. En même temps, l'autrice est pas connue pour faire des trucs feel good. Donc voilà. À ce point, ah oui, trop bien, ouais, t'avais dit. Donc ouais, celui-là, ouais, il y a de grandes chances que je le lise. Peut-être en mars, pour le mois, le mars au féminin, voilà, la journée de lutte pour les droits des femmes, etc. Il y a moyen, pour être pas mal. Ok, ça se lit bien, mais c'est dur. Ouais, bah ça m'étonne pas, hein, c'est pas cucu les petits oiseaux là. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai mis vu que bon, il faisait partie des recommandations que vous m'aviez faites. La petite boutique au poison de Sarah Penner. C'est bien, ils ont gardé la même couverture en poche parce qu'elle est très belle cette couverture. Je la trouve très classe. Qui sortira également le 5 janvier, également chez Pocket. Alors je savais pas trop comment le situer en fait, j'ai mis contemporain un peu par défaut, mais je sais pas trop. Bisous leur zéro, bonne nuit, merci d'être venu, bonne soirée plutôt. Ouais, je savais pas dans quel genre le mettre. En fait, on va suivre 2 temporalités. Donc, en 1791, on va suivre une apothicairesse, voilà, donc bah oui, une apothicaire femme, hein, une apothicairesse, donc dont la boutique vend beaucoup de plantes servant à fabriquer des poisons notamment, ou même des poisons tout court, hein. Et en fait, son serment, c'est de bien vouloir vendre du poison à condition que on s'en serve, que le client ou la cliente ne s'en serve que pour tuer un homme violent. Voilà. Et effectivement, comme il est indiqué, il y en a beaucoup des hommes violents dans le Londres de 1791. Voilà. Et la deuxième temporalité, donc, c'est de nos jours, où on va retrouver une mystérieuse petite fiole dans la Tamise. C'est une Américaine, Caroline, qui va retrouver cette fiole. Et il se trouve que cette Américaine a le cœur brisé. Et voilà, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Voilà. Oui, puis j'avais oublié la règle numéro 1, le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Voilà, sororité, tout ça. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça a l'air très cool. Ah, c'est possible, Brigitte. En tout cas, ouais, celui-là, il faut vraiment, vraiment que je le lise. Il a l'air trop, trop bien. Et voilà, en plus, oui, ça fait partie des recommandations que vous m'aviez faites. Ah, d'ailleurs, c'est vrai que du coup, j'ai pas fait le... J'ai oublié de prévoir le point recommandation de fin d'année, là. Je le ferai ou je le ferai en janvier, au pire. Coucou Adeline! Voilà pour celui-ci. Alors, celui-là, j'étais obligée de le mettre. Ce hasard de ouf, puisque je parlais récemment de Elisabeth von Arburg dans le Litté Rétro, c'est-à-dire mon émission, que je posterai certainement aussi sur YouTube d'ailleurs, mon émission autour des sorties littéraires, mais dans les années passées. En l'occurrence, c'était 1992, c'est ça. Et c'était les chroniques du pays des mers de la même autrice. Et j'avais dit à ce moment-là donc
que j'avais dans ma palle. Moi, j'avais dans ma palle Le silence de la cité. Voilà, et du coup, j'ai vu qu'il était réédité. J'ai pas marqué que c'était une réédition, mais c'est une réédition. Il était réédité en poche chez Folio, chez Folio SF, avec une très belle couverture. Bon, le seul truc dommage, c'est que pour avoir parlé avec Karine, mon coin lecture, pardon, la dernière fois, Karine me disait que il valait mieux quand même commencer par les chroniques du Pays des Mers. Parce que ça, donc Le silence de la cité, c'est un préquel. Et c'est mieux en fait de pas avoir toutes les informations qu'il y a là-dedans quand on lit Chronique du Pays des Mers. Je vous le mets quand même parce que voilà, je me dis que le hasard est trop grand pour pas que je le mette. Mais sachez qu'il ne faut pas forcément commencer par celui-là si vous voulez découvrir cette autrice de SF. Donc ça sortira le 5 janvier chez Folio SF. Et en fait, dans ce monde dystopique, ouais, c'est ça, clin d'œil à Karine. Dans ce monde dystopique, en fait, la civilisation humaine est au bord de l'extinction parce que en fait, il y a eu des mutations génétiques qui se sont multipliées avec le temps, alors volontaire ou pas, je ne sais pas. Et il ne naît pratiquement plus que des filles. Donc voilà, il y a quasiment plus d'hommes. Et de fait, l'humanité est plutôt vouée à disparaître, mais il y a des scientifiques qui travaillent sur une solution à ça. Et ils finissent par créer un enfant qui s'appelle Elisa. Et non, c'est pas un garçon. Un enfant qui aurait d'étonnantes capacités physiques. Voilà. Fruit d'expériences technogénétiques extrêmes. Ça fait peur un peu. Et voilà, et on nous dit une nouvelle humanité capable de survivre à un monde transformé est-elle possible et à quel prix? Voilà. Donc on est vraiment sur les manipulations génétiques, expériences, tout ça. Science de la cité nous plonge au cœur des origines des chroniques du Pays des Mers. Voilà. Explore avec finesse des questions toujours brûlantes d'actualité. Par contre, je remarque que c'est un préquel, mais que c'est quand même sorti avant, malgré tout, hein, puisque pris en 1982. Or, le Chronique du Pays des Mers, moi je l'avais mis donc en 92. Bon. Mais je suis les conseils de Karine malgré tout, donc je me procurerai les Chroniques du Pays des Mers. Voilà. Ah, merci Brigitte. Merci pour les informations. Alors oui, YouTube, vous qui regardez YouTube, sachez que en ce moment même, il y a une émission sur France 2 qui est les 25 livres préférés des Français. En fait, j'ai demandé aux personnes du chat de m'informer des livres de la liste à chaque fois. Voilà. Parce que c'est sympa à savoir. Donc sachez que si vous n'avez pas regardé l'émission et que vous ne comptiez pas spécialement la regarder en replay, sachez que la 25e place, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett, que j'ai lu et adoré moi personnellement pour ma part. C'est vrai que c'était passionnant, Les Piliers de la Terre. Je suis assez étonnée que ce soit dans cette liste parce que c'est pas forcément un des trucs les plus connus du monde non plus, même si c'est très connu, hein, mais voilà. Il y a tellement de livres beaucoup plus populaires, mais tant mieux, mais je suis très contente. Ok, ben merci Brigitte pour l'information. Allez, ensuite. Toujours, je vous dis, il y a une grosse vague le 5 janvier. Toujours le 5 janvier sortira Première personne du singulier de Haruki Murakami, sous-titré Confession passagère, chez 10-18. Oui, bon, première personne du singulier, ça parle pour soi, et en plus, Confession passagère, bon, je pense qu'on a compris que c'était autobiographique. En fait, c'est une série, c'est un recueil de nouvelles, au final, que nous a fait donc le grand Murakami, le fameux auteur de 1Q84, de Kafka sur le rivage et j'en passe. Il nous a fait donc quelques nouvelles, alors je pense que c'est plutôt romancé. Le connaissant, voilà, ils nous disent que c'est une autobiographie déguisée, hein. Le connaissant, il a dû mettre un peu de fantastique, beaucoup de métaphorique, je pense, je ne sais pas, hein, mais je suis pute.
Mais en tout cas, voilà. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de philosophie et de métaphores là-dedans. Donc, on nous dit, là je vous le lis hein, directement, c'est quand même plus simple. Alors, un homme se souvient, voilà, un homme, Murakami, point d'interrogation, bon, on comprend que c'est lui, mais se souvient de toutes les rencontres et les instants qui ont fait de lui qui il est. Donc, un homme se souvient de la femme qui criait le nom d'un autre pendant l'amour, du vieil homme qui lui avait révélé le secret de l'existence, la crème de la vie, de Charlie Parker qui aurait fait un merveilleux disque de bossa nova s'il en avait eu le temps, de sa première petite amie qui serrait contre son cœur le vinyle With the Beatles, des matchs de baseball si souvent perdus par son équipe préférée, de cette femme si laide et si séduisante qui écoutait le carnaval de Schumann, du singe qui lui avait confessé voler le nom des femmes qui ne pouvaient séduire, de ces costumes qu'on endosse pour être un autre ou être davantage nous-mêmes. Un homme, Murakami peut-être, se souvient de tous ces instants, toutes ces rencontres, anodines ou essentielles, décevantes ou exaltantes, honteuses ou heureuses, qui font de lui qui il est. Voilà. Et ben, ça a l'air bien quand même. Hein. C'est fou parce que, même si c'est une autobiographie, c'est Murakami en fait, et Murakami, quand il écrit, c'est tellement agréable à lire que c'est tellement une plume originale que, ben voilà, ça peut être passionnant, mine de rien. 24e, ah mais ça va vite, le 24e livre préféré des Français, Les Hauts de Hurlevent, que personnellement, je sais, j'ai honte, mais j'ai abandonné. Je suis tellement pas rentrée dans cette histoire, dans Les Hauts de Hurlevent, mais alors, j'en pouvais plus, c'était une souffrance pour moi. Alors je dis toujours qu'un jour je retenterai, mais à chaque fois que je dis ça, on me dit « Ah non, mais c'est pas la peine. » Ah bon, ok, ça part. Bref. Alors, oui, je reprends vos commentaires. Ah, bisous Isako, pardon, j'avais pas vu que tu partais. Bisous, bonne soirée. T'as trouvé Kafka sur le rivage dans une boîte à livres du coup. Ok. Ah ben j'espère que tu aimeras, Adeline. Et toi, Brigitte, les recueils de nouvelles, tu les offres à ton mari qui a peur des gros bouquins. Ah, c'est marrant ça. Bon, au moins il lit. Oui, j'ai vu ta vidéo, Adeline. D'ailleurs, ouais, j'étais d'accord pendant une bonne partie, après un peu moins. Mais oui, du coup, les Hauts de Hurlevent, voilà, on est d'accord là-dessus, quoi. Ok. Ah, toi, t'as adoré Mathilde, les Hauts de Hurlevent. Noé, tu l'as lu adolescente. Toutes les personnes y sont détestables. Qui est Brigitte? Ah ouais. Tu l'as lu cette année dans le parcours victorien d'Automnalis. Ok, c'est un challenge, je suppose. Très bien, très bien. Bon, 192 pages hein, pour un recueil de nouvelles, c'est vraiment pas beaucoup quand même. Hein. Voilà, pareil, comme je vous disais qu'il y avait des trucs assez courts. Alors, premier manga, alors vous allez voir que les 3 mangas sont à la suite, c'est un hasard total puisque je mets par date de sortie et par ordre alphabétique. Donc c'est un hasard que les 3 mangas soient à la suite, mais le fait est. Donc, toujours le 5 janvier sortira Soloist in a Cage de Shiro Moriya chez Kiyun. Alors, j'ai pas du tout le nombre de pages. Hein. Il s'agit d'un thriller, et heureusement qu'ils l'ont précisé parce qu'honnêtement, c'était pas forcément clair. Puisque, en fait, on va être dans une prison. Dans une grosse alors c'est même une cité-prison, un peu un genre finalement de camp de concentration, hein, presque, où sont rassemblés des criminels de tous horizons. Et on nous dit qu'une fois entrés dans cette prison, aucun espoir d'en sortir. Et il se trouve que des enfants naissent dans cette prison, hein, et en l'occurrence, on va suivre la petite Chloé qui a 7 ans et son petit frère Locke qui est encore un bébé, qui sont nés dans cette enceinte et qui n'ont jamais quitté leur chambre. Or, depuis la disparition de leurs parents, alors j'imagine que par disparition on entend qu'ils sont morts, hein, Chloé doit prendre soin toute seule de son petit frère. Donc elle le rassure, etc. Et même elle danse beaucoup, ce qu'on voit sur la couverture. Hein. Elle danse pour le rassurer. Mais ils reçoivent des ressources quand même qui viennent d'un voisin inconnu qui dépose à chaque fois des provisions devant leur porte.
Et il se trouve que ce bienfaiteur est le chef d'un groupe de mercenaires que tout le monde craint et qui veut absolument préparer une évasion. Et quand Chloé découvre tout ça, elle veut partir avec lui. Malheureusement, elle va se faire repérer par les robots et elle va perdre son petit frère. Alors, il va pas mourir, hein, mais en fait, elle va réussir, a priori, elle va réussir à partir avec le gars, Ross, qui s'appelle, mais elle va devoir laisser son petit frère et du coup, elle va devoir trouver une solution pour venir le récupérer. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, voilà. Et donc, on nous dit un thriller bouleversant sur les pas d'une grande sœur au courage sans égal. Il y a 3 tomes, il n'y a que 3 tomes, donc ça va. Franchement, 3 tomes, ça va. C'est pas un truc à rallonge. Brigitte, tu me fais rire. donc voilà, ça a l'air très très intriguant en ce qui me concerne. Je sais pas pourquoi il y a un côté princesse Sarah avec le mec qui s'occupe d'elle sans qu'elle le sache et tout. La petite orpheline et tout, je sais pas. On peut pas penser à ça du coup. Bref. Ensuite, alors le deuxième manga c'est Fatal Fiancé de Suzuki Matsuo et Naoki Yamamoto, qui sortira le 6 janvier cette fois aux éditions Atelier Akatombe, que je ne connais absolument pas. Je ne connais pas cette maison d'édition. C'est un one-shot. C'est bien, c'est un one-shot. Pareil, je saurais pas trop le situer, honnêtement. Je sais pas si c'est du noir ou du thriller ou juste du contemporain dramatique, je ne sais pas. En fait, on va suivre Kazushi, qui a 31 ans et qui a repris l'imprimerie familiale. Sauf que son imprimerie est au bord de la faillite. Et il est au fond du trou au moment où un intérimaire a un accident de travail. En fait, il a ses doigts en partie arrachés par une machine. Et donc, pour faire face à tous ces problèmes, Kazushi est obligé d'emprunter à des usuriers. Et en plus, il se fait tabasser par le frère de l'intérimaire qui a été blessé. Donc voilà, Kazushi, il est vraiment au fond du trou, il n'en peut plus. Et un jour, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Mitsuko. Et donc, j'imagine que voilà, il va tomber amoureux et du coup, il va voir un peu la roue tourner pour lui. Sauf que le bonheur va être de courte durée. Voilà, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, vu le titre, j'imagine bien que il va y avoir des problèmes à cause de cette femme. On nous dit aussi que, a priori, est-ce que Kazushi ne serait pas lui aussi quelqu'un de très spécial? Voilà. C'est très mystérieux, c'est très sibyllin tout ça, mais voilà, à voir, à voir, à voir. Celui-là, je pense que je le feuilleterai pour voir un peu déjà les dessins et voir un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir. Voilà pour celui-ci. Et enfin, le troisième et dernier manga qui est beaucoup plus mignon, celui-là. Ça a l'air assez mignon et drôle. Il s'agit de Isekai Anime Studio. Voilà, Brigitte, regarde, il n'y a pas que de la violence dans les mangas. Loin de là. Isekai Anime Studio de Kakuchoshi, pardon, qui est certainement un pseudonyme en l'occurrence. Et en fait, alors Isekai, il faut savoir donc que le terme Isekai définit le genre de ce manga en l'occurrence, puisque on appelle Isekai les histoires de monde, monde parallèle. C'est pas vraiment monde, j'ai mis monde parallèle, c'est pas vraiment monde parallèle en fait, mais monde fantastique. En fait, on appelle Isekai quand il y a des histoires entre le monde réel et un monde fantastique. Par exemple, un personnage de notre monde qui se retrouverait projeté dans un monde de fantasy, ou inversement, un personnage d'un monde de fantasy qui se retrouverait projeté dans notre monde à nous.
voyez, c'est un genre assez courant dans le manga en fait, mais ça existe aussi en roman, hein, voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien parce que bah, forcément, ça peut mener à des situations assez drôles du fait que, bah, du fait du décalage évidemment entre un monde et un autre. Un peu comme quand il y a des voyages dans le temps, par exemple, hein, c'est un peu le même principe aussi. J'écoute et je note. Et là, en l'occurrence, c'est dans notre monde à nous que ça va se passer. Et c'est une personne d'un autre monde qui va venir dans notre monde à nous. Donc en fait, on va suivre, c'est Sakura, voilà, on va suivre Sakura qui travaille dans un studio d'animation. Donc studio d'animation, c'est-à-dire un studio qui crée des films d'animation, un peu comme le studio Ghibli. Et maintenant, j'ai effectivement eu la confirmation qu'on disait bien Ghibli. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais mea culpa là-dessus, puisque j'avais pas dit que ça se disait forcément Ghibli, mais j'avais dit, moi j'ai pas de preuve que ça se dise Ghibli et je trouve pas ça logique, mais en fait, ça se dit bien Ghibli. Voilà, donc les fameux studios Ghibli qui ont produit Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, tout ça, pour donner un exemple, hein. Donc là, voilà, c'est ça, c'est un studio d'animation. Et Sakura, c'est l'animatrice principale. Alors, animatrice, ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'elle fait des spectacles. Ça veut dire que, ben, elle met en scène les personnages qu'elle dessine. Voilà. Et un jour, Sakura va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Sophie, ou Sophie, pas trop comment ça peut se prononcer, S-O-F-I-E. On va dire que c'est Sophie, ça va être moins perturbant. Sophie, qui se trouve être une jeune sorcière qui a été transportée dans notre monde. Et en fait, accidentellement, donc j'imagine que c'est arrivé alors qu'elle utilisait des pouvoirs, qu'elle faisait une expérience, j'en sais rien. Et en fait, par accident, donc elle-même s'est retrouvée projetée dans notre monde, mais elle a téléporté toute l'équipe d'animation de Sakura dans son univers à elle. Et elle est incapable de faire le chemin inverse, et donc pour se faire pardonner, elle va devoir aider Sakura. Et pour aider Sakura, puisque du coup Sakura elle a perdu toute son équipe, elle peut plus travailler, et donc Sophie va invoquer des habitants de son monde à elle, et donc des créatures mythiques, tout ça, voilà. Et donc je pense que ça va être très barré, forcément, assez drôle, voilà. Donc là on voit qu'il y a un centaure par exemple sur la couverture. Donc voilà, bon, alors c'est bien parce que c'est... Bisous Martine, bonne nuit. Merci d'être venue. Oh putain, mais attendez, on a loupé des trucs là ou... Ah non, c'est 23. On n'est pas déjà... Ah oui, 23. J'ai eu peur, j'allais dire, on est déjà au numéro 3. Ok, merci. Donc le 23e, c'est Cyrano de Bergerac, que j'ai toujours pas lu. Pareil. Mais que je sais pas si je lirai parce que je connais l'histoire en fait. C'est toujours le problème. Non, c'est pas Karine qui s'en va. Karine, elle s'en va? Non, c'est Martine. Donc voilà, bah écoutez, alors il y a que 3 tomes en plus, donc ça c'est... Ça, je pense que c'est le genre de truc que je pourrais acheter, ouais. Comme il y a que 3 tomes, ça va. Si c'était des tomes à rallonge, non, je pense ce serait trop répétitif, mais 3 tomes, ouais, ça peut être rigolo. Ah, il y a une petite fée aussi, j'avais pas vu sur la couverture, trop mignon. Petite fée, il y a un espèce de petit blob aussi. Ça peut être rigolo. Allez, donc voilà pour les 3 mangas. Donc ça sortira... Ouais, je sais pas pourquoi ils ont marqué bambou, en fait c'est Doki Doki, je viens de percuter. Sur Amazon, c'était marqué bambou. C'était peut-être une collection. Mais ça sortira chez Doki Doki le 11 janvier. On change de style avec un thriller psychologique qui sortira chez Hugo Poche toujours le 11 janvier. Il s'agit de Nous étions les reines de Laurie Elizabeth Flynn, qui a une thématique assez classique mais que moi j'aime beaucoup personnellement. Oui, je ne peux pas résister à ce genre de thématique. En fait, on va suivre des jeunes femmes donc qui ont... Alors, ça se passe 10 ans après leur scolarité à l'université.
Et il se trouve que quand elles étaient à l'université, alors, faut que je remette le truc dans l'ordre sans dire de bêtises. Elles ont fait, voilà, a priori, elles ont commis des actes pas forcément bien. Ça fait un peu, souviens-toi l'été dernier, hein, pour le coup. Et 10 ans après, elles vont recevoir des messages, je crois que c'est ça. Pardon, hein, je suis désolée parce que j'ai lu une fois le synopsis, mais le synopsis est assez brouillon. Vous savez quoi? Je vais vous le lire, comme ça au moins, parce que là, j'arrive pas à remettre les trucs dans le bon sens. Parce qu'il y a 2 temporalités et elles sont assez similaires. Alors, 10 ans plus tôt, leurs jeux pervers ont brisé des vies. Aujourd'hui, c'est à elles de rendre des comptes. À leur retour sur le campus, 10 ans après l'avoir quitté, 2 anciennes amies de fac réalisent que quelqu'un cherche à se venger de ceux qu'elles y ont fait à l'époque, et que cette personne ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. Un thriller psychologique aussi subtil qu'efficace sur l'ambition, les amitiés toxiques et les désirs mortels. Alors voilà, ils nous disent un premier roman, blablabla. Depuis qu'Ambrosia Wellington a quitté la fac, elle s'est donné beaucoup de mal pour s'inventer une nouvelle vie et laisser le passé derrière elle. Lorsqu'elle reçoit un mail, voilà c'est ça, l'invitant à la célébration des 10 ans de sa promo, son instinct la pousse d'abord à refuser jusqu'à ce qu'arrive un étrange message anonyme. Nous devons parler de ce que nous avons fait cette nuit-là. Les secrets qu'Ambrosia pensait enfouis ne le sont pas, quelqu'un sait. Quelqu'un sait que l'amitié entre Ambrosia et l'extravagante Sloane Sullivan les a poussés à jouer à des jeux de séduction de plus en plus troubles, de plus en plus pervers. Bon, après, voilà. On va pas tout lire, mais on a compris le principe. Bon, ça fait très... Moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser aussi à Pretty Little Liars. Forcément. C'est tout à fait ça. C'est tellement ça. Bon, voilà. Et 138 pages, par contre, c'est hyper court. Pour un récit comme ça. C'est très, très court. Et d'ailleurs, c'est un peu cher, je trouve. 9 € pour 138 pages. Vous abusez un petit peu, Hugo, là. Mais si je peux le demander, tiens, ouais, je pense que comme je suis en part avec Hugo Thriller, il y a peut-être moyen que je puisse le demander, celui-ci. Ça peut être pas mal, moi j'aime bien. Ouais, c'est très court, mais moi j'aime bien ce genre de pitch. Moi j'aime bien, voilà, ça marche toujours, ce genre de truc avec moi. Surtout les trucs d'amitié toxique, machin, les secrets, tout ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà pour celui-ci. Celui-là, je pense que c'est peut-être celui qui me fait le plus envie dans la liste. Sœur de Daisy Johnson, et je ne l'ai pas vu passer. Pareil, je ne me rappelle pas avoir vu ce livre en grand format. Est-ce que quelqu'un connaît ce livre? Est-ce que quelqu'un connaît ce livre? Sœur de Daisy Johnson. Il sortira en poche donc le 11 janvier aux éditions Le Livre de Poche. Pareil, il n'est pas très long, hein, 224 pages. Donc, je vais vous parler du synopsis. Vous allez voir, c'est hyper intriguant et ça fait grave envie. On va suivre 2 sœurs qui s'appellent Juillet et Septembre. Et là, j'ai beaucoup pensé au défi lecture avec la consigne un personnage ayant un nom de mois. Pour moi, c'est bon, j'ai validé avec Hunting November. Mais là, voilà, 2 sœurs qui s'appellent Juillet et Septembre. Alors, elles sont nées vraiment coup sur coup, hein, puisqu'elles n'ont que 10 mois d'écart, mais elles sont inséparables. Sauf que Septembre, qui est l'aînée, se montre un peu oppressive en fait avec Juillet. Voilà, elle la pousse à faire des choses que Juillet veut pas. Mais à chaque fois, Juillet est tellement hypnotisée par sa sœur qu'elle obéit toujours. Et puis un jour arrive un incident. On ne nous dit pas quoi, on met l'incident entre guillemets. Et les sœurs doivent déménager avec leur mère dans une étrange maison qui serait animée, qui semble animée d'une vie propre, puisque le sommeil y est impossible et les rêves sans fin. Et on nous dit que les jeunes filles, donc en fait les jeunes filles a priori donc font leur premier pas dans la puberté, hein, dans l'adolescence et tout, et donc dans le désir, la sexualité, etc. Et elles vont devenir rivales.
Et ça va engendrer de la violence, mais on ne nous dit pas quoi. Et on nous dit bien que c'est fantastique. Voilà, il y a une touche, en fait, on nous dit qu'il y a que ça flirte avec le roman fantastique et le thriller. Voilà. Comment vous dire que, que tout ça fait que j'ai grave, en plus la couverture est vraiment très classe, j'ai grave envie de lire ce livre. C'est hyper intriguant, le truc de la maison, là, et tout, les sœurs rivales avec leurs relations toxiques. Voilà. Il y a tout pour me plaire. Voilà, je sais pas vous, mais moi, il me hype de ouf, celui-ci. Alors, en plus, il y a écrit un chef-d'œuvre. Alors, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre. Elle, alors elle, c'est pas source d'évangile, hein, mais bon, elle a décidé que c'était un chef-d'œuvre, donc c'est qu'il doit forcément y avoir des qualités là-dedans. Voilà, non, celui-là, franchement, il y a des grosses chances que je l'achète. Forte chance. Ouais, en plus, il est pas long, donc du coup, dans tous les cas, bon, ça va, 8 euros. Dans tous les cas, j'aurais perdu 8 euros et j'aurais perdu 2 heures de mon temps. Ça va, ça passe. 2 heures et demie max. Ça va. Ah ouais, ouais, mais je sais, toi, Brigitte, que t'aimes pas, hein, t'aimes pas hein, les trucs, la violence, tout ça, machin, les trucs toxiques et tout, mais je comprends tout à fait, hein, je comprends tout à fait. Mais oui, du coup, oui, je pense pas que ça soit pour toi, de fait. Voilà pour celui-ci. Encore un thriller. Alors franchement, il y avait tellement de thrillers que j'ai mis vraiment ceux que je... Soit ceux qui me hypaient, soit ceux que je connaissais le moins au final. Enfin, ceux qui me hype aussi, mais c'est vrai que... Voilà. Celui-là, pareil, je ne l'ai absolument pas vu passer. C'est Ego. Et non pas Echo, hein, parce que c'est vrai que c'est pas très lisible. C'est Ego de Maxime Girardot. Ah ouais, Yasuna. Ouais, franchement, c'est vrai qu'il a l'air très, très intriguant, hein, celui d'avant. Donc, Ego de Maxime Girardot qui sortira le 12 janvier chez Pocket. Là, on est dans un truc un peu plus gros déjà. Parce que là, les 130 pages, 200 pages, 144 pages, tout ça, tout ça. Bon, moi, ça me gêne pas, hein, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Alors, de quoi ça va-t-il donc parler? Moi, ce qui m'a intrigué, c'est un peu le côté technologie hein, dans l'histoire. Donc, on va retrouver dans un... Alors, il va y avoir un violent carambolage. Tiens, je ne l'ai pas marqué, carambolage, mais bon, c'est pas grave. Il va y avoir un violent carambolage à Paris. Et dans les décombres, la police va trouver des morceaux de corps affreusement mutilés. Donc, qui, a priori, ne viendraient pas du carambolage, quoi. Donc, il va y avoir une enquête, forcément. Alors, les indices tendent vers le règlement de compte, mais la capitaine, alors c'est bien, on va suivre une femme. On va suivre une capitaine femme, Laurence, qui, elle, est persuadée que c'est pas du tout un règlement de compte. Voilà. Et elle va recevoir justement un appel de son ancien patron qui s'appelle Franck, le commissaire Franck, qui va lui demander un service, c'est-à-dire identifier un jeune inconnu mêlé à la disparition suspecte du fondateur d'une start-up nommée Ego. Voilà, c'est là que entre l'intrigue principale. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe autour de cette start-up? Est-ce qu'il y a un rapport avec donc les cadavres qui ont été retrouvés dans le carambolage? On nous dit voilà que cette affaire va être faite de manipulation, de mensonges, de propagande et de vérité alternative. Qui va les mettre donc sur la piste d'une invention tout aussi extraordinaire que dangereuse si elle venait à tomber entre de mauvaises mains. Voilà. Bon, moi j'aime bien voilà, les trucs d'innovation, tout ça, mêlé à du thriller, ça peut être pas mal intéressant. À voir, mais je connais pas du tout cet auteur, donc je sais pas ce que ça vaut, s'il y en a qui connaissent.
L'écume des jours, en numéro 22. Je ne l'ai pas lu. Celui-là, pour le coup, il me tente pas du tout, l'écume des jours, mais pas du tout, du tout. Mais ça m'étonne pas qu'il soit dans le classement. C'est vrai qu'il est assez prisé, quoi. Oui, j'ai bien compris, Brigitte. Mais en fait, ouais, c'est marrant parce que voilà, il y a 2 écoles. Coucou, Jenny! Oh mince, ma pauvre, courage à toi. C'est quoi le Covid ou bah, il y a le choix, grippe, bronchiolite, Covid ou tout simplement gros rhume. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à Brigitte, oui, oui, parce qu'il y a 2 écoles. Il y a effectivement les gens qui ne supportent pas, et je comprends tout à fait, de voir de la violence quelle qu'elle soit dans un livre. Et il y a les gens qui aiment voir ça du moment, comme moi, du moment que c'est dénoncé. Moi, ce que j'aime, c'est justement quand les violences en question sont le sujet du livre parce que le but est de les dénoncer. Là, ça me dérange pas. Je n'aime pas la violence pour la violence, voilà, quand c'est gratuit, juste pour le trash, je supporte pas ça. Mais par contre, quand il s'agit de dénoncer quelque chose, quand il y a un message derrière, là oui, oui, pour moi, oui. Et, mais par contre, je peux être trigger par certaines choses, c'est vrai, il y a des choses que je vais avoir du mal à lire parce que je les ai vécues moi-même, ou voilà. Mais oui, donc du coup, oui, je comprends tout à fait qu'on puisse pas lire ce genre de choses. Tout à fait, tout à fait. Bah, Brigitte, souvent c'est ça, hein, on va pas se mentir quand même. On va pas se mentir. Mais c'est vrai que... Enfin, non, pas souvent, non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Si c'est un méchant, ça va. Mais si c'est un gentil, même si c'est dénoncé, ça va pas. Je pense que c'est ça que tu veux dire, du coup. Si par exemple, voilà, si par exemple c'est un livre qui traite de la violence faite aux femmes et qu'il y a forcément des femmes battues dedans, ça va pas te plaire. Ce que je peux comprendre, hein, ce que je peux comprendre. Ok, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe au 13 janvier avec un livre très très attendu. Il s'agit de Notre part de nuit de Mariana Enriquez, qui sortira donc en poche. Enfin, aux éditions Point. Le synopsis du précédent, ouais, je suppose. Kim, tu parlais de celui-ci là, de Ego? Ouais, moi aussi, Brigitte, hein, j'avoue que Notre part de nuit, il me fait super peur et en même temps, il me fait super envie. On va pas se mentir. Ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a l'air pas mal, Kim, celui d'avant. Ouais, toi aussi, Karina, mais je sais que... En fait, c'est simple, hein, tous les gens qui l'ont pas encore lu, tous les gens qui en ont entendu parler, mais qui l'ont pas encore lu, c'est parce que ça leur fait peur. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que ce livre, c'est soit soit on se précipite dessus, soit on a envie, mais en même temps, voilà. Mais je pense qu'il intrigue tout le monde, ce livre. Je pense qu'il intrigue tout le monde, en vrai. Mais franchement, en plus, il a quand même gagné des prix. Grand Prix de l'Imaginaire 2022, Prix Imaginal, Prix Planète SF des blogueurs 2022, parmi les meilleurs livres de l'année pour les magazines Point et Lire. Voilà. Donc il y a quand même... voilà. Hein, il y a quand même de quoi faire. Donc en fait, on va suivre, en pleine dictature argentine, on va suivre un père et son fils bah, qui vont traverser l'Argentine comme s'ils étaient en fuite. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à fuir? Je vais me dire peut-être la dictature, hein, mais... Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Et Gaspard a hérité d'un don. A priori, donc, il arrive à entrer en contact avec les ténèbres. Et grâce ou à cause de son don, il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète. Voilà. Qui cherche à percer les mystères de la vie éternelle. Donc, synopsis paye pas de mine comme ça, mais a priori ça va beaucoup beaucoup plus loin que ça, hein. Et puis voilà, on nous dit un grand livre où l'histoire avec un grand H et le fantastique se conjuguent dans une même poésie. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de marquer, mais c'est assez historique aussi, hein. Dans une même poésie de l'horreur et du gothique. Voilà. Bon, moi j'adore les romans horrifiques,
donc forcément. Mais ouais, après voilà, c'est vrai que c'est ce qui me trigger dans cette couve, c'est que le tableau n'est pas en entier. Oui, tout à fait. C'est un gros plan en fait sur une partie du tableau. Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Bon, c'est pas la plus belle des couvertures, ça c'est sûr, mais ça va. Euh, mais ouais, bon voilà. Mais je vois que effectivement, il intrigue. C'est un livre qui intrigue autant qu'il fait peur en fait, hein. Clairement, on va pas se mentir, c'est exactement ça. Et oui, comme c'est un pavé, ça peut faire peur. Mais bon, moi j'ai décidé que je le lirai. Dans tous les cas, voilà. Je le lirai à un moment ou à un autre, je sais pas quand, mais je le lirai. C'est sûr. Ensuite, on passe au 16 janvier avec un livre qui me fait très très envie aussi. C'est La stratégie de l'écureuil de Serge Brussolo, qui sortira chez H&O Poche. Alors, moi je n'ai jamais lu Serge Brussolo. Je sais qu'il est très plébiscité. Mais je n'ai jamais lu et du coup ça pourrait être l'occasion. Alors, je sais pas si c'est forcément le bon livre par lequel commencer, mais il me fait il me fait plus envie que ces autres livres en fait du coup. Donc bon, je me dis que voilà, au moins je pourrais découvrir sa plume. Ah, Au bonheur des dames. Ah, j'adore Au bonheur des dames. Donc c'est le 21e. Ok, merci Brigitte. Donc 21e livre préféré des Français, Au bonheur des dames de Zola, que moi personnellement j'avais adoré. Ouais, moi aussi j'ai Les Emmurés. Yasuna, c'est celui, je pense que c'est son plus connu, mais je sais pas, celui-là il me fait encore plus envie. Donc, de quoi ça parle? Donc en fait, on va suivre Mickey, drôle de nom, mais voilà, Mickey, qui est engagé pour remettre en état un manoir. Le manoir, pas n'importe quel manoir, puisque c'est celui de Savannah Warlock, qui est une célèbre romancière, qui a disparu 10 ans plus tôt dans des conditions demeurées inexpliquées. Voilà, elle a disparu il y a 10 ans, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, on l'a jamais retrouvée. Mais le manoir est toujours là et donc, alors, je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe, mais en tout cas, Mickey est engagé pour le remettre en état. Il se trouve, alors en plus le manoir, il se trouve dans un trou paumé quoi, dans le désert, à côté d'un lac insalubre et en plus c'est devenu, un musée assiégé par les fans de l'autrice. Fallait s'y attendre, hein, forcément. Parce que cette autrice, donc Savannah, elle est vraiment vénérée. Tout le monde l'idolâtre. Et il y a énormément de légendes qui courent à son sujet, et même des légendes terrifiantes. Puisque c'était une autrice de thrillers. Et ces thrillers sont jugés insoutenables et ont provoqué de nombreux scandales. Et donc, le livre va s'intéresser à la vie de cette mystérieuse Savannah, qui elle était, pourquoi elle a disparu, etc. Voilà. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Moi, je suis de ouf. Moi, on me parle, bah tiens, c'est rajouter dans la liste de Karine des livres qui parlent de livres. Mais moi, ça me donne trop envie. En plus, je trouve la couverture assez exceptionnelle pour le coup. Mais voilà. Trop envie de le lire. 320 pages, ça va. C'est pas long. Ouais, merci Brigitte de nous tenir au courant du coup. Faut taper dans les anciens livres. Ils sont pas meilleurs, mais plus inventifs. Ouais, mais je pense que je suis persuadée, Adelina. D'ailleurs, moi, je ne cautionne pas les gens qui commencent Stephen King avec Billy Summers. Je me dis, putain, les gens qui débutent Stephen King avec Billy Summers. Je suis très sceptique sur la question. Donc oui, effectivement, c'est vrai, pas forcément conseillé de commencer Brussolo avec celui-ci. Donc peut-être qu'il faudrait d'abord que je lise Les Emmurés, et après mais celui-là, il me fait trop envie quand même. Il me fait grave envie. Et alors oui, en plus, pour info, je crois que c'est de la sortie directe en poche, parce que je n'ai pas trouvé le grand format, à moins qu'il ait changé de nom, comme avec le Johanna Gustafsson. Mais voilà.
Ah, j'étais sûre qu'il y serait. J'étais sûre qu'il y serait, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je le déteste. Je déteste ce livre, mais alors, prodigieusement. Il n'y a rien que j'ai aimé dans ce roman, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Mais rien. Mais rien. J'ai absolument tout détesté. C'est une catastrophe. Ça a été une catastrophe de lecture pour moi, mais alors, et j'étais en colère en plus. D'accord, Adeline, je savais pas. Bon à savoir, Brusselot ne sort qu'en poche. Très bien. Bon, bah voilà. Ben, n'empêche, c'est très bien comme ça pour les petits budgets. C'est parfait, ça. Ok. Ensuite. Alors, celui-là, je l'ai déjà, en fait. Mais je l'ai déjà, je l'ai pas lu. Donc, je l'ai mis ni parce qu'il me faisait envie. Enfin, il me fait envie, mais voilà. Ni parce que je vous le recommande. Je l'ai mis parce que. Bah déjà pour faire un peu de pub pour Vincent parce que c'est un ami de Kim et que moi je l'aime beaucoup aussi. Et aussi parce que ben il passait bien là pour le mois de janvier là dans des gommes tapales et puis pour le calendrier un petit peu aussi hein, donc voilà. Il s'agit de l'étudiant de Vincent Auoui qui sortira donc le 18 janvier chez HarperCollins Poche. Voilà, donc moi j'ai le grand format dédicacé, tout ça, tout ça. Ah, le tricycle rouge, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu de Vincent, oui, j'ai lu le tricycle rouge et j'ai lu Survivre aussi, qui était assez sympa, un petit post-apo Survivre, il avait changé de style. Et puis j'avais lu aussi sa nouvelle, Le Repas. J'avais bien aimé ça, Le Repas, c'était sympa. Le Repas, c'est sympa. Donc là, en fait, on va être dans les Alpes. On va suivre, enfin, d'abord, on va pas être dans les Alpes. On va suivre David, David qui, à qui il n'arrive que des malheurs, puisque son père est mort, son frère aîné a disparu, je ne sais pas pourquoi, comment, et il apprend en plus que sa mère est atteinte d'un cancer. Or, il doit payer des frais médicaux et ben, en fait, c'est un musicien. Musicien-compositeur et du coup il gagne pas beaucoup sa vie et donc en plus il tient le restaurant familial, il a pas beaucoup de voilà, il a plein de dettes et un jour un riche inconnu lui propose de devenir le professeur particulier de son fils et donc forcément David va accepter puisque ben il a besoin d'argent hein. Même si le gamin qui a 11 ans est a priori un génie mais il semble être dénué d'émotion et il met David très mal à l'aise. Mais bon, voilà, David se dit c'est quand même de l'argent facile à se faire. Donc il va aller s'installer, parce qu'il est nourri-logé en plus, c'est bien, il va aller s'installer chez l'homme et son fils qui habitent dans les hauteurs alpines. Et David, donc au début, il se dit quand même, c'est un job un peu trop beau pour être vrai. Ça fait penser à la clé du sang, là. Toujours, quand les jobs sont trop beaux pour être vrais, c'est que c'est qu'il va y avoir des soucis. Et donc, il découvre que son employeur, il a visiblement d'autres projets pour lui, mais lesquels et qu'est-ce qui va se passer. Voilà, voilà. Donc, c'est du thriller, hein. Voilà, oui, c'est principalement du thriller. Là, c'est encore du thriller. Bon, bah moi je suis très très curieuse de savoir. Moi j'aime bien ce genre de truc là quand il y a quelqu'un qui va travailler dans une famille un peu chelou. J'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas pour vous. Donc voilà pour celui-ci. Ah, Adeline, il te tente aussi. Ouais, moi franchement, il faudra que je le lise parce que du coup, je l'avais pris au quai du Polar. Donc il serait peut-être temps. Je sais plus, par contre, je me rappelle plus de la couverture du grand format. Il est là-haut, là. Je me rappelle plus de la couverture du grand format, mais si c'est la même, moi, je pourrais le sortir en janvier. Enfin, si c'est la même, si c'est un peu dans le même style, en tout cas. Parce que ça ira bien pour le livre qui donne froid, tout ça, là. Ça pourrait être pas mal. Voilà pour celui-ci. Ensuite, Les Orphelins de Bessora, qui sortira donc toujours le 18 janvier, toujours chez HarperCollins Poche.
Mais cette fois, on va être dans un petit roman historique. Alors moi, en plus, Bessora, ça fait un moment que je veux lire cette autrice. Parce que c'est une autrice belge qui est d'origine gabonaise. Qui est présidente du syndicat national des auteurs et des compositeurs et présidente du conseil permanent des écrivains, donc c'est pas n'importe qui. Et surtout elle est féministe, forcément. C'est pour ça que je veux la lire. Voilà. Enfin, c'est une femme engagée, c'est une femme très engagée. Et on me l'avait conseillé il y a longtemps. Je sais même plus qui c'est qui me l'avait conseillé. Et du coup, bah là, je vois qu'elle sort, enfin, qu'il y a un nouveau livre, c'est pas nouveau puisqu'il sort en poche, mais j'ai pas vu passer le grand format. Mais du coup, je me dis, ça pourrait être l'occasion de découvrir sa plume. Et en plus, la thématique m'intéresse grandement. En fait, on va suivre Wolf et Barbara, qui sont jumeaux. Alors, je dis Wolf parce que c'est des Allemands, donc je pense pas, je sais pas si on dit Wolf ou Wolf. Donc, je sais pas, j'ai envie de dire Wolf. Donc, Wolf et Barbara, qui sont des jumeaux, qui ont grandi dans un orphelinat, donc en Allemagne. Et qui vont être adoptés en 1948, donc juste après la guerre, par une famille sud-africaine. Alors attention, hein, c'est une famille sud-africaine blanche, précisons-le, hein, qui en fait fait partie d'une fraternité qui veut absolument des descendants d'Ariens au sang pur. Vous voyez venir le truc un peu. Et donc, les enfants vont grandir au sein d'une grosse idéologie raciste dans leur famille d'accueil, en plein apartheid, voilà, forcément, en Afrique du Sud. Et ils vont être obligés de devenir membres de cette communauté un peu chelou, d'extrême droite, quoi. Et sauf qu'ils vont finir par se sentir coupables. Alors, je sais pas comment ils vont faire pour se rendre compte, parce que bon, quand t'es endoctriné comme ça, tu te rends pas compte de ce qui est mal ou pas, quoi, en fait, surtout quand t'es enfant. Donc je ne sais pas comment ils vont se rendre compte que c'est mal, mais en tout cas, ils vont vouloir absolument trouver un moyen de fuir cette communauté. Voilà. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Moi, j'aime trop ce genre d'histoire. Bon, Brigitte, ça va pas te plaire. Oula, j'ai loupé des trucs, pardon. Alors, donc le 20e, donc c'était machin là, Joël Dicker. 19, Orgueil et préjugés, que j'ai absolument adoré, moi personnellement. Voilà, c'est clair que c'est un de mes chefs-d'œuvre pour moi, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc en numéro 19, des livres préférés des Français. Numéro 18, un manga. Ah, c'est marrant qu'il y ait des mangas. L'Attaque des Titans. Ah oui, c'est vrai que l'Attaque des Titans est très très plébiscitée. Ok, c'est marrant. On se demande ce que Didier fait au milieu de tous ces classiques. Ah bah l'Attaque des Titans. Ah non, c'est Dicker. Ce que j'allais dire Didier, c'est qui Didier? Oui, c'est clair. Non, mais il va y en avoir d'autres, hein, je pense. Hein. Je serais pas étonnée qu'il y ait du Musso, je sais pas. Je pense il va y avoir certainement Da Vinci Code de Dan Brown, forcément. Coucou Yamina. Wonder Games, c'est quoi ça? Ah non, Hunger Games. Oui, plutôt. Parce que Wonder Games, je connais pas. Hunger Games, oui, d'accord. Donc en numéro 17. Ok. Oui, oui, Amina, justement, il y a Brigitte qui nous met, qui nous poste en fait qui nous poste à chaque fois les choix. Voilà. Donc voilà pour celui-ci de Bessora. Ouais, du coup, vous êtes à fond sur le truc, vous écoutez même pas ce que je dis, quoi. Bah bravo. Pourtant, ça avait l'air bien, les orphelins de Bessora. En tout cas, moi, j'ai grave envie de le lire. Voilà. Je tiens à le dire. Ambiance apartheid en Afrique du Sud, communauté arienne, tout ça. Ça a l'air très dur, mais très très passionnant. Voilà pour celui-ci. Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson de John Gunwu. Je vous le mets, moi je l'ai déjà lu parce que c'est un de mes coups de cœur de 2022. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Demain, vous avez un réveillon en avance au boulot, chacun amène un plat. Ah d'accord, t'es en train de faire la cuisine du coup, Yamina. Ok. Ah oui, Zoulou de Caril Ferré, ouais.
Je sais pas si c'est sur l'apartheid par contre. J'en sais rien. Donc, Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson, qui sortira le 19 janvier aux éditions Folio Policier. Donc, rappelez-vous, c'était un thriller de chez... Enfin, un thriller. C'était un livre de chez Matin Calme. Donc, en fait, on est dans un... Alors, c'est classifié en cozy mystery. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a les codes du cozy mystery, puisque on va suivre 4 femmes au foyer, en fait. Enfin, femmes au foyer il y en a une qui tient la supérette, mais sinon, oui, c'est plutôt des femmes en foyer. 4 voisines, en fait, qui vont enquêter. Donc, voilà, c'est pas des... On n'est pas sur des policiers ou des détectives privés. On est vraiment sur des civils. Donc, ça, c'est un peu les codes du cozy mystery. Il y a un petit côté, comment dire... Enfin, pas forcément humoristique, mais... un petit côté, je sais pas comment dire, copine, tout ça, voilà. Donc oui, ça fait un peu cozy mystery, un peu les codes du cozy mystery. Malgré tout, c'est pas si cosy que ça, honnêtement. Franchement, il est quand même assez dur. Je vais pas vous mentir, il faut pas lire ça comme les meurtres et pépites de chocolat ou ce genre de choses. Hein. C'est vraiment pas si gentil du tout. Il y a un gros côté thriller. En fait, on suit donc 4 femmes, comme je disais, 4 voisines. Alors, elles ont entre 20 et 60 ans. Hein. Donc, quand même un gros écart d'âge entre les 4. Mais elles sont très amies, elles se retrouvent toujours un peu pour papoter, elles se retrouvent à la supérette qui est tenue par l'une d'entre elles, et elles ont toutes des problèmes avec leur mari, on va pas se mentir, leurs maris sont soit des grosses feignasses, soit hyper macho, enfin bon voilà, elles en peuvent plus quoi. Et puis, ce qu'elles ont du mal à supporter aussi, c'est qu'il y a un exhibitionniste qui sévit dans leur résidence. Voilà, donc un exhibitionniste, hein, comme son nom l'indique, qui ouvre son manteau, voilà. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on nous dit bien que ce n'est pas drôle, ce genre de choses, voilà, parce que c'est vrai que c'est souvent tourné en dérision. Ah, c'est rigolo, il montre sa teub et tout. Non, non, mais en fait, non, ce n'est pas drôle, c'est vraiment une agression, c'est considéré d'ailleurs comme une agression sexuelle. Et du coup, on a des femmes qui subissent là et qui sont traumatisées à cause de ça. Donc, elles n'en peuvent plus. Elles ont envie de se débarrasser de lui. Sauf qu'elles savent pas qui c'est en fait. C'est ça le truc. C'est que le mec il se pointe dans la résidence, mais il vient pas de la résidence. On sait pas qui c'est et elles savent pas trop comment le confondre. Et un jour, il y a une de leurs amies de la résidence qui arrive dans la supérette avec un œil au beurre noir et tout. Et en fait, elles savent que son mari, déjà, enfin, qu'elle a une relation toxique, quoi. Mais là, vraiment, il devient de plus en plus violent. Et pareil, donc voilà, il y a aussi la thématique des violences conjugales dedans. Et là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les 4 héroïnes. Et là, elles se disent, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Le problème, c'est que la seule façon de sauver leur ami, c'est de lui payer... Enfin, c'est qu'elle ait des sous, en fait, pour pouvoir aller dans... Alors, je sais plus, en fait. Je sais plus. Il faut qu'elle ait des sous pour pouvoir se libérer de... Ah, c'est un peu spécial en Corée du Sud. Pour pouvoir se libérer de son mari. Et en fait, elle décide, du coup... d'enquêter pour confondre l'exhibitionniste parce que a priori il y aurait une prime sur sa tête. Et voilà comment elles vont se lancer dans l'enquête. Sauf que, bon, vous allez me dire c'est un peu invraisemblable tout ça, mais bon, c'est un peu aussi le principe du cozy mystery. Hein. Il va y avoir, en plus de ça, en plus de l'exhibitionniste, il va y avoir un tueur en série qui va se mêler au truc. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans la partie un peu plus dure du truc, parce que vraiment, moi j'ai eu les chocottes à plusieurs moments dans ce livre. Hein. Vraiment, il y a des scènes qui sont en mode waouh, je retenais mon souffle. Donc, ouais, c'est pas si cosy. Voilà. Alors, attendez. Du coup, je reprends vos commentaires.
Il parle des webtoons. Des webtoons. Les webtoons, oui, c'est des petites BD qui sont publiées sur Internet, en fait. Il y a beaucoup de Coréens, mais il n'y a pas que ça. C'est marrant parce que je parle de livres coréens et ça parle des webtoons sur... c'est rigolo. C'est vrai, Yamina, mais franchement, mais comme quoi, c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin, franchement. Un exhibitionniste, voilà, ce n'est pas drôle, quoi. Ah ouais, la vache. Quelle horreur. Quelle horreur, Brigitte. Donc, bisous Yasuna, bonne nuit, merci d'être venue. Donc ouais, franchement, ouais, voilà. Donc j'ai vraiment adoré ce roman, j'ai vraiment adoré ce roman parce que, ben, il y a beaucoup de beaux messages. Voilà, la sororité, déjà, en premier lieu, hein, puisque toutes ces femmes qui s'entraident, je trouve ça... Et vraiment, pendant tout le livre, elles vont s'entraider, c'est génial. Le fait, voilà, de dénoncer effectivement l'exhibitionnisme, pour bien insister sur le fait que oui, c'est une agression sexuelle, les violences conjugales qui sont dénoncées aussi, et puis l'angoisse, franchement, j'étais vraiment à fond dedans. Donc ouais, vraiment, ça a été un gros coup de cœur ce livre, et j'en revenais pas parce que je m'attendais à un truc très léger. Je m'attendais à ouais, un petit truc sympathique, voilà, petit cosy mystery et tout. Et en fait, je me suis retrouvée devant un véritable thriller avec des super messages dedans. Et c'est un homme qui écrit, et je suis très étonnée parce que bon, en Corée du Sud, pas forcément très féministe. Mais là, ouais, franchement, c'était génial. Voilà, donc voilà, sachez qu'il sort en poche le 19 janvier et que je vous le recommande très fortement. Girls on Fire de Robin Wasserman, qui en fait a été d'abord publié en grand format sous le titre Les Flamboyantes. J'ai cru que c'était un young adulte, mais c'est pas un young adulte en fait, hein, on est dans un thriller. On est dans un thriller, mais pas young adulte. Parce qu'il est sorti, Les Flamboyantes, il est sorti chez Fayard. Donc ça se passe dans les années 90, où on va suivre Anna, qui est une lycéenne assez sage et solitaire, et qui subit un peu le harcèlement de ses camarades. Alors c'est pas un harcèlement hyper violent, mais quand même, quoi. De toute façon, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Enfin, si, il y a une hiérarchie, mais tout harcèlement est violent dans tous les cas. Mais en tout cas, voilà, elle est la cible des sarcasmes de ses camarades. Et un jour, on va retrouver le meneur de l'équipe de basket qui se serait tiré une balle dans le crâne. Voilà. Donc on le retrouve au fond des bois. Et donc cette tragédie va évidemment ébranler toute la ville. Et ça va, alors par quel truchement, je n'en sais rien, mais ça va rapprocher donc notre héroïne Anna de Lacey, qui est une nouvelle élève du lycée. Elles vont devenir très très amies, et leur amitié va devenir tellement exclusive qu'elle va en devenir violente et toxique, puisque elles vont devenir alors pas toxiques entre elles, hein, a priori ce serait plus envers les autres. Elles vont, je pense, hein, certainement se venger un petit peu de Anna, de ce qu'elle a pu subir. Là ici, on n'en sait rien. On nous dit justement qu'elle traîne un lourd secret. Voilà, et donc elles vont semer le chaos. Et quel va être le secret de Lacey? Voilà. Bon, encore, ça, voilà, encore un truc d'amitié entre adolescentes qui peut devenir toxique, etc. Moi, j'aime bien. Voilà, je veux savoir. En plus, on n'est pas dans un young adulte, donc ça peut être potentiellement encore plus... Même s'il y a des young adultes qui sont très poussés, hein, mais ouais, à voir, à voir. Ça a l'air bien, en tout cas. Ça m'interpelle. Oui, ça a l'air sombre. Oui, parce que les flamboyantes, en fait, oui, il y avait un jeu de mots, hein, il y avait un jeu de mots, mais c'est vrai que les flamboyantes, ça fait plus un peu, euh, pas feel good, mais ça fait plus, comment dire, girl power, tout ça, les flamboyantes et tout, sauf que là, en fait, c'est plus un côté négatif, donc ouais, girl on fire. Il y a toujours un jeu de mots, parce que on fire, ça veut dire que t'as le vent en poupe, que t'es
Voilà, mais du coup, bon, j'imagine que, en tout cas, dans les deux cas, on a un jeu de mots avec le feu, donc j'imagine que le feu va avoir une place importante dans cette histoire. Alors, on en est où des livres là? Non, il parlait des webtoons, il n'y a pas la suite. En fait, je pense qu'ils font des grosses interruptions entre les trucs pour nous parler de ce qui marche en ce moment, etc. J'imagine. J'espère que c'est intéressant. Ouais, le jeu de mots est mieux en anglais, je suis d'accord, Adeline. Je suis d'accord. Voilà pour celui-ci. Et c'est l'avant-dernier, donc on va passer au dernier de la liste. Il s'agit... Alors, il n'y a pas qu'un seul tome. C'est en fait toute la première... comment mince, je cherche le terme. Ah bon, la première saison, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça, c'est pas le terme exact, de l'Assassin Royal de Robin Hood, qui va être réédité. Voilà, je l'ai mis parce que l'Assassin Royal, j'aime beaucoup cette saga, qui va être réédité en poche. Ils vont tous, donc les 6 premiers, voilà, les 6 premiers vont sortir le 25 janvier. Donc c'est la première. Merde. Help me. Help me. Oui, c'est une réédition du coup. Alors, il y a eu plusieurs éditions hein, de l'Assassin Royal, mais alors cette édition, pour le coup, je la trouve absolument sublime. Les couvertures sont magnifiques, et en plus c'est en poche, donc c'est bien, parce que c'est pas cher. T'as l'impression de n'avoir rien lu en écoutant les gens citer les livres qu'ils ont aimés. Oh bah ça arrive, hein. Ah c'est vrai, il te fait peur l'Assassin Royal. Ouais, je comprends, hein, c'est de la fantaisie, c'est de la grosse fantaisie. Moi par contre, j'arrive pas à me lancer dans la suite. J'ai lu donc j'ai lu les 6 premiers. J'ai lu les 6 premiers. Après, j'ai lu donc Les Aventuriers de la Mer, puisque il y a un ordre en fait entre les différents. Mais je vais arriver à le trouver ce mot, ça m'énerve. Cycle. C'est bon, c'était ça. J'ai retrouvé, toute seule comme une grande. Donc c'est le premier cycle, voilà, de l'Assassin Royal en 6 tomes. Donc, puisqu'après, je crois il me semble qu'il y a 4 cycles, je sais plus, 3 ou 4 cycles. Donc, moi, voilà, j'ai lu le premier cycle et ensuite j'ai lu Les Aventuriers de la Mer, puisqu'en fait, toutes les sagas de Robin Hood se situent un peu dans le même univers, même si on ne suit pas les mêmes personnages, etc. Et du coup, il y a un ordre pour les lire, pour arriver à saisir les références et tout ça. Donc voilà, l'Assassin Royal, premier cycle. Les Aventuriers de la Mer, ensuite c'est le deuxième cycle. Ensuite, il doit y avoir... C'est pas le soldat chaman, c'est... Oh, je sais plus. Bref, de toute façon, vous allez sur Wikipédia et vous verrez l'ordre. Mais voilà, donc là, ils ressortent le premier cycle. Et franchement, allez voir les couvertures. Elles sont... J'en ai mis qu'une parce que bon, voilà. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont absolument magnifiques. Voilà. Et c'est trop cool qu'ils les ressortent en poche. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est marrant, tiens, on va finir avec ça du coup. Le livre favori des Français, élu parmi les 50 livres favoris des Français en 2022. Donc là, ça s'est réduit à 25 là dans l'émission, mais bon, il y avait l'Assassin Royal dans les 50. Sachez-le. Ah bah oui, pendant tes vacances, c'est très bien. Ouais, moi j'aime beaucoup cette saga en tout cas. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu peur, ouais, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, je me suis interrompue, j'ai un peu peur de retourner dans la suite. Parce que ça prenait un chemin peut-être un peu plus complexe et je sais pas, la suite me fait peur. Le second cycle me fait un peu peur. À voir. À voir, à voir. Mais il faudra que je continue à un moment ou à un autre quand même. Ce serait ballot. Et voilà pour cette... Donc, c'est sorti. Poche. De janvier. Donc voilà, il y en a beaucoup. J'ai dû faire un choix hein, parce qu'il y en avait énormément. C'était compliqué, forcément, entrée littéraire. Ah, numéro 16, Le Parfum. Ah ben, dans mon top 5 de mes livres préférés de tous les temps, Le Parfum. Voilà. Et voilà, du coup, bah, la prochaine fois, on fera donc les sorties
grand format. Et alors, j'ai fait une première liste, hein, sans faire le tri encore, mais alors, il y en a. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, il va falloir que je fasse le tri là-dedans. Ça va être compliqué. Sur ce, je vais dire au revoir donc à YouTube. Je vais me remettre là. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. J'espère du coup que ce genre de vidéo vous intéresse. J'espère que ce n'est pas trop long. C'est vrai que c'est assez long. Après, l'avantage des sorties, c'est qu'on peut... Vous pouvez zapper s'il y a une sortie qui ne vous intéresse pas et passer à la suivante. Hein. C'est l'avantage d'être sur une vidéo YouTube et de ne pas subir le live. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine vidéo qui sera les sorties grand format. Ciao, ciao!